Alors, on va enchaîner avec des présentations de cas d'usage réussis de l'IA générative par des InsurTech dans différentes branches d'assurance. Et je vais vous demander d'accueillir Ralph Remy, cofondateur et président de Akil, qui est avec nous. Jean-Baptiste Limard, CEO et cofondateur de Corinne. Amira Nakouri, cofondatrice et CEO de Clayme. Et le docteur Guillaume Martin, responsable des affaires médicales de Synapse Médecine. Comment ça va? Super bien. Très bien, tout va bien. Super. Super aussi. Ah ok, donc j'ai que des francophones, je faisais exprès pour voir. Ok, donc on va parler en français sur ce coup-là. Donc vous arrivez à la fin, et encore une fois, c'est intéressant d'avoir des use cases extrêmement précis. C'est le but de ce panel. Et moi, ce que je vais faire, c'est déjà vous faire un petit tour de table, enfin un petit tour de canapé, pour que vous présentiez vos entreprises et les entreprises que vous représentez. Ok, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir aujourd'hui au Maroc. Donc moi, je suis Ralph Remy. Je suis le cofondateur d'une jeune société d'assurance qui s'appelle Achille. On a été créé en mai 2021. Aujourd'hui, Achille, c'est 202 millions d'euros de chiffre d'affaires, de primes émises, c'est 610 000 contrats, c'est 60 collaborateurs en France et 60 collaborateurs au Maroc. Et c'est une société qui est rentable depuis pratiquement le début. Donc on est l'une des seules InsurTech aujourd'hui en Europe à avoir réussi à faire le match entre la technologie et la rentabilité. Bonjour à tous et merci également de m'avoir invité. Donc, je suis Jean-Baptiste Limard, je suis le fondateur de Corinthe. Corinthe, c'est le créateur d'une nouvelle génération de plateformes de gestion de portefeuille d'assurance. On va en fait vous permettre de gérer toutes les phases de la vie du contrat, de l'émission du devis, la calcul de la prime, la tarification, la facturation, ces gestes agréables que sont le reporting et le calcul des flux assureurs. On va vraiment pouvoir se charger de tout ça pour vous permettre de lancer ou digitaliser des produits d'assurance et des portefeuilles d'assurance sans effort, surtout de les verticales de l'assurance non-vie, donc mobilité et auto commercial and specialty, affinitaire et santé-prévoyance. Et on existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, basé à Paris, une vingtaine de salariés, essentiellement des ingénieurs évidemment. Ok, Amira, Clayme. Bonjour à tous, merci également pour l'invitation. Donc, je suis Amira Nakouri, cofondatrice et CEO de Clayme. Clayme, c'est quoi? C'est un agent IA spécialisé pour l'assurance emprunteur et santé et prévoyance. On vise effectivement, pour faire écho au précédent panel, à délester les professionnels de santé et les gestionnaires de toute la panoplie de workload administratif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lit instantanément un dossier médical, donc un rapport médical, que ce soit dans les parcours d'emprunteurs pour la sélection médicale ou bien en gestion de sinistre, prévoyance et emprunteur. On fait quand même on fait gagner plus de 80% de temps de ces gestionnaires-là. Et notre mission, c'est d'accompagner donc les professionnels de santé dans les insights médicaux. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de comment faire les liens entre les pathologies et les traitements, comment aider et aiguiller les différents dossiers médicaux, les différents dossiers. Est-ce que ça va passer chez un infirmier qui est internalisé chez l'assureur ou bien chez un médecin conseil? C'est notre mission et on existe depuis 1 an et demi maintenant. On est basé à Paris et on est en plein développement. Ok, et enfin Guillaume, Synapse. Je sais ce que c'est qu'une synapse, mais... Ouais, alors pas beaucoup de liens en réalité. Bonjour à tous, docteur Guillaume Martin, je suis responsable des affaires médicales chez Synapse. Synapse, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 par 2 médecins et une ingénieure, dont l'objectif est d'offrir à tous la meilleure médecine possible. En pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on combine intelligence artificielle et expertise médicale pour développer des logiciels d'aide à la décision pour les professionnels de santé, donc votre médecin, votre dentiste, mais même infirmier, sage-femme. Nous, on va développer des modules et des API qui sont intégrés dans son logiciel métier et qui viennent l'aiguiller sur sa prescription, choisir les bons traitements, vérifier s'il n'y a pas des interactions médicamenteuses. In fine, l'objectif, c'est réduire les erreurs médicales, mais aussi diminuer les coûts, puisqu'aujourd'hui, moi j'en parlerai tout à l'heure, mais on a beaucoup de prescriptions non pertinentes
réalisés qui ont des coûts massifs. En France, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an qui sont gaspillés dans des prescriptions inappropriées. Et voilà. Vous ne payez pas les médicaments. Non. Comment Voilà. ça? Nous, on ne paye pas les médicaments. Mais les professionnels de santé ne les payent pas non plus. Donc c'est tout un problème. Ouais. C'est ça. Oui, nous, on les paye. Oui. Allez, on commence donc. Achille, comment vous utilisez l'IA de manière extrêmement concrète à Achille? Alors, on va essayer d'être le plus concret possible. Ouais. Donc, aujourd'hui, à Achille, pour gérer 600 000 contrats avec que 60 personnes, c'est qu'on a vraiment utilisé les Rappelez-moi outils. le nombre de personnes, j'ai pas entendu. C'est 60 personnes. 60 réellement, personnes, oui. 600 000 contrats. Oui. Ok. Donc, si on n'avait pas des outils puissants et l'utilisation de l'IA, ça serait incapable de le faire. Et on Ça va être 10 000 contrats par personne. Voilà, exactement. Ils ont du papier et ils font les 10 000 à la main. Et on a créé plus de 60 produits. Donc, pour les gens de l'assureur aujourd'hui dans la salle, vous savez que créer un produit, c'est compliqué. Donc, quand vous en faites 60 avec 60 personnes et vous êtes capable de les gérer, c'est important. Donc, comment on fait ça? On est native IA, nous, depuis le départ. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, je rassure les compagnies qui sont présentes dans la salle. Vous avez de la legacy, vous avez hérité de systèmes d'information. Nous, on s'est créé ex nihilo. Donc, c'était très simple. Donc, on était API native, on était AI native dès le départ. Donc, on a tout de suite mis en place l'IA. Donc, comment ça se fait concrètement? On a mis l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un contrat d'assurance, que ce soit de la souscription à la gestion des sinistres et même au reporting. On est présent on a mis l'IA sur l'ensemble de la chaîne. Donc, si on prend le départ au niveau de la souscription, comment marche l'IA? Donc, l'IA, on en a parlé dans plusieurs panels. La data, c'est ce qu'il y a de plus important. Et nous, on analyse dès le départ de la souscription la data de la personne qui vient pour s'assurer chez nous. Et on va lui proposer le meilleur prix, le meilleur tarif, avec les meilleures conditions en fonction de ce qu'il nous a donné. Donc, on le fait soit sur des produits standards. On a un exemple aujourd'hui particulier sur la multirisque immeuble, où on a fondé un formulaire sur lequel la personne elle remplit ses informations et on va aller interroger des données externes et des données internes. Donc on va interroger des données satellites, on va aller interroger les données de l'État, on va aller interroger les données des notaires, on va aller interroger des tonnes de données. Et à la fin, on va pouvoir donner un tarif très précis en disant j'ai analysé toutes ces données et ton tarif, ça sera 1 330 €. Ce travail qui avant était fait par beaucoup de personnes et aujourd'hui on a accès à des datas importantes. Pour la multirisque habitation, on est en train de faire un POC avec Microsoft et un cabinet de conseil. On est en train de récupérer l'ensemble des données climatiques et de construction des bâtiments et autres. On est capable de dire, voilà, cette maison-là, son toit elle est en chaume, il est près d'une rivière et ainsi de suite. Je pense qu'il faut faire attention. On arrive à la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On est à la course à la data, à la course à l'IA, à la course à tout ça. On a plein d'informations. Il y a des red flags qui nous disent celui-là, il ne faut pas l'assurer. Et puis nous, on dit je vais l'assurer quand même. Ça, c'est compliqué. Donc on devient un peu schizophrène. On est en train vraiment d'apprendre comment le risque se fait. Et puis on a les données. Avant, on ne les avait pas. C'était la mutualisation du risque. Donc on disait je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un sinistre, donc je vais le faire. Maintenant, on sait qu'il y a un sinistre et on doit quand même se dire est-ce que je l'assure pas. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est tout ce qui est dans la souscription. Tout ce qui est la gestion. Donc aujourd'hui, en 2025, de dire qu'on a un chatbot, qu'on a des gens qui répondent, ainsi de suite, c'est même pas dire qu'on fait de l'IA, c'est normal d'avoir ça. Nous, on utilise aussi pas mal la retranscription téléphonique et l'analyse en temps réel des appels téléphoniques. C'est-à-dire que nous, nos conseillers, dès qu'ils sont en ligne avec quelqu'un, on a un outil qui analyse la voix, qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que la personne elle monte le son, elle est en train de s'énerver ou elle est cool ou ainsi de suite, pour qu'on puisse immédiatement envoyer un message à son manager pour dire attention là, tu es en train de déraper, la discussion est en train de mal tourner. On analyse des mots importants, ce que la personne elle dit. Ça pose de vraies questions, ça aussi. Hein. Vous savez, l'IA pose des vraies questions à tout le monde, mais après, on peut pas. Faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas payer 35% moins cher son assurance habitation et se dire je ne veux pas que ce soit un chatbot qui me réponde. Donc, c'est la difficulté de sociétés comme les nôtres. Nous, on est 100% digital. Souvent, il y a des gens qui nous envoient un message et disent moi, je veux parler à une vraie personne, mais est-ce qu'un chatbot est une fausse personne? Est-ce que la réponse qu'elle vous donne, elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Et de toute façon, derrière chaque contrat, derrière chaque
action, il y a une vraie personne. On en reviendra tout à l'heure, mais l'intelligence artificielle, vous inquiétez pas, on ne va pas perdre notre travail, aucune personne dans cette salle. On va juste mieux le faire. C'est-à-dire qu'on va passer 80% de notre temps à faire de la paperasse et 20% à faire des choses intelligentes. Ben maintenant, ça va s'inverser. Ouais, enfin, si on devait aujourd'hui créer une compagnie d'assurance from scratch sans intelligence artificielle pour gérer 600 000 dossiers, il n'y aurait pas 60 personnes. C'est bien pour ça qu'on est là. C'est pas pour ça qu'on est content de l'avoir fait et qu'on est content que l'IA soit là pour le faire. Mais vous avez raison, mais on n'aurait pas pu le faire sans tout ça. Mais j'aurais pas créé une compagnie d'assurance si la technologie n'avait pas évolué et je serais devenu MGA ou broker et j'aurais distribué les produits des autres. C'est la poule et l'œuf, mais c'est normal. Voilà. Et donc ça c'est pour la gestion. Pour les sinistres, on utilise aussi beaucoup. Donc la détection de la fraude. Alors il y a une chose importante, c'est que aujourd'hui on dit tous, on a mis des outils pour détecter la fraude, mais les fraudeurs ils ont des outils pour être encore meilleurs que nous pour faire de la fraude. Ouais. Donc du coup c'est la guerre en permanence de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce que nous on peut faire. Donc un exemple concret qu'on a nous aujourd'hui chez Achille, on fait de l'assurance animaux, santé. Donc c'est de l'assurance santé pour les animaux. Et donc la personne qui a son joli chien ou joli chat assuré chez nous, elle prend une photo de la feuille de soins que lui a donnée son vétérinaire et en 1 seconde, on va aller regarder est-ce que le contrat est bon, est-ce que les garanties sont bonnes, est-ce que le médecin existe, parce qu'il y a beaucoup de fraude dans ces produits-là, donc des fois c'est des faux médecins. Des faux vétérinaires. C'est des faux vétérinaires, exactement, c'est des faux médicaments, c'est des faux chiens, donc on a croisé l'ensemble des races, avec l'ensemble des maladies possibles, avec l'ensemble des médicaments, avec plein de choses. Est-ce que le vétérinaire habite loin, près, on a une centaine de critères. Et immédiatement, la personne a pris sa photo. En 1 seconde, on lui dit « je te paye ou je te paye pas ». Pour 80% des cas, on paye tout de suite. Et pour 20%, ça laisse le temps aux gestionnaires sinistres de faire leur vrai travail. Là cette fois-ci, quand c'est des dossiers complexes, on peut passer du temps à travailler sur le dossier. Alors, il s'est passé une chose un peu rigolote qui va reprendre par rapport à ce que vous dites. C'est quand on payait tout de suite, en 1 seconde, eh ben, on avait nos clients qui nous disaient « vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas regardé mon dossier, vous avez payé trop vite ». Et donc, on a été obligé de mettre en place un système qui dit « je sais que tu peux payer tout de suite, mais on payera plus tard ». On va faire attention. C'est mettre de l'humain. Voilà. C'est comme quand je vais au restaurant, si on me sert en 1 seconde, je vais me poser la question, c'est du surgelé, quoi. C'est un peu ça, c'est la perception, quoi. Okay. Après, alors, je vais être vraiment... je vais dire des choses qui... Aujourd'hui, nous, on est 30% moins cher que les concurrents. Pourquoi on est 30% moins cher? Parce que j'ai 30% de frais de gestion de moins, puisqu'on est moins de personnes. La personne qui vient chez moi, qui me dit « je veux le service d'un agent général, je veux que tu m'appelles tout de suite, je veux du papier, ainsi de suite », bah, viens pas chez moi. Va chez quelqu'un qui a un agent général qui fait du papier et qui va te donner les bonnes conditions. Le bio, ça coûte plus cher. Et moi, je le dis toujours exactement. Sauf que maintenant, Internet, les réseaux sociaux, on a créé des monstres. Je suis désolé, c'est la vérité. Les gens, ils ont tout de suite, rapidement, gratuitement, et ainsi de suite. Et ils n'arrivent plus à faire la part des choses entre la réalité. Donc, je veux le service que j'avais chez mon agent, qui lui est disponible 24/24, qui va venir me voir, et je veux le même prix, mais si tu es à distance. Donc aujourd'hui, on essaye la technologie nous permet de le faire. Mais c'est sûr que moi, je refuse des clients. Quand les personnes me disent « envoie-moi le dossier par papier », je lui dis « allez chez un autre assureur, je ne vous enverrai pas de papier ». Un, parce qu'on est Bicorp et qu'on est à fond sur l'aspect RSE, et de deux, parce que ce n'est pas notre métier de faire ça. Donc sur les sinistres, on a cette façon-là, et on a plusieurs outils. En la gestion, on a l'OCR qu'on fait énormément sur l'analyse de documents. Donc en assurance auto, vous envoyez votre permis de conduire, votre carte grise, votre information, ça va le lire automatiquement et ça va tout calculer pour savoir si vous êtes bien. Et on a une troisième chose dont c'est l'outil dont je suis le plus fier. On a des outils de gestion de bordereau et de gestion de ce qui se passe après, donc dans la finance. Donc aujourd'hui, on fait 202 millions d'euros de chiffres et on a 2 personnes et demie à la finance, ce qui n'est pas beaucoup. Comment on fait ça? On a développé nos propres outils avec l'IA qui vont immédiatement structurer nos datas, les envoyer dans les bons logiciels comptables, logiciels de reporting, logiciels pour les actionnaires, logiciels ainsi de suite. Donc tous les rapports sont faits automatiquement. Donc ça, c'est une première utilisation de l'IA qu'on a chez nous. Et deuxième utilisation, il y a peut-être des courtiers dans la salle, je ne vais pas me faire des amis, mais quand vous êtes une compagnie d'assurance et vous travaillez avec des courtiers,
La relation la plus importante, c'est le bordereau que vous allez recevoir à la fin du mois pour vous dire combien vous avez fait d'affaires et qu'est-ce que je vous dois. Et donc, nous, on a développé un outil extrêmement puissant qui s'appelle Dimeter, qui récupère les bordereaux, les normalise, les traite, les analyse. On a de l'IA sur des tonnes de critères pour savoir est-ce que le contrat existe encore, est-ce que je l'ai payé, pourquoi je l'ai payé, pourquoi je l'ai rendu, est-ce que je vais rembourser pour le paiement des commissions. Et cette IA-là nous a permis de gagner énormément d'argent, plusieurs millions d'euros sur le petit chiffre d'affaires qu'on fait grâce à ça, en faisant des contrôles et en disant non, ton bordereau là, il n'est pas bon. Ce contrat, je te l'ai payé, j'aurais pas dû. Ce contrat, il est en cours, il n'aurait pas dû être là. Donc voilà, c'est des choses assez concrètes qu'on fait aujourd'hui chez Achille. Eh ben mon vieux. J'ai 26 ans, donc je suis pas très vieux. Non, mais je veux dire, ça montre ce que c'est que l'assurance du futur aussi. Hein. Enfin, de maintenant. Du présent. Du présent. Oui. Jean-Baptiste. Alors, même question, hein, comment vous utilisez l'IA ? Alors, l'IA chez Corinthe, bon, évidemment, comme tout le monde ici, c'est absolument décisif, mais nous, on a un rôle un petit peu spécifique puisqu'on est des vendeurs d'outils, donc on est vendeurs de plateformes. Et donc, on considère que notre rôle dans l'IA, il est décomposé en deux facettes. D'abord, on est des AI builders, donc on va réellement construire des fonctionnalités IA. Et je vais vous montrer comment est-ce que qu'est-ce que ça veut dire réellement en termes de culture, en termes de gestes. Qu'est-ce que c'est que de construire une feature IA quand vous essayez de la proposer au marché. Mais on a un deuxième rôle qui est peut-être encore plus important, c'est qu'on est AI enabler. C'est-à-dire que s'équiper d'une nouvelle génération de plateformes de gestion de portefeuille d'assurance, c'est, dans mon analyse, la condition absolument nécessaire pour pouvoir commencer à faire de l'IA sérieusement. Donc, sur le premier rôle, AI Builder, donc, je ne vais pas vous faire tout le catalogue des fonctionnalités IA qu'on est en train d'explorer. On a des ressources dédiées sur la R&D. Malgré la jeunesse d'une entreprise comme la nôtre, on sait qu'on est obligé de mettre de côté des ressources significatives pour se positionner dès maintenant. Mais je vais vous donner un exemple de feature IA sur lequel on est en train de travailler et qui est quelque chose que tout le monde connaît, qui sont les OCR. Donc les OCR, c'est des choses pas du tout nouvelles, hein, ça fait 15 ans qu'on en parle. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de l'IA, il y a cette espèce de postulat, mais ça y est, les OCR, maintenant, je claque des doigts et c'est fait. Donc je vais vous montrer comment est-ce que nous, on s'y prend. Donc d'abord, quand vous voulez commencer à utiliser de l'IA, vous allez, alors, sauf à aller acheter du ChatGPT direct, mais là, de fait, vous ne faites rien, vous ne faites que consommer, vous allez chercher des modèles open source. Donc il y a beaucoup de modèles open source, et vous allez commencer à vérifier comment est-ce que ça fonctionne. Donc vous allez prendre un premier modèle open source et vous lui envoyez un premier PDF, mettons PDF de carte d'identité. Et vous allez voir, la réponse, eh bien, vous tentez d'itérer. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que tous les modèles n'ont pas du tout les mêmes performances. C'est-à-dire qu'il va y avoir des modèles qui vont très bien fonctionner sur des PDF qui sont des vraies impressions de documents, enfin des impressions par PDF de documents Word. Ça, ils le font parfaitement, la lecture est 100% fiable. Mais si c'est un PDF qui est en fait un scan de documents papier, là, le modèle est beaucoup moins fiable. Pareil, vous allez avoir des modèles qui vont être très à l'aise sur de la lecture de photos, mais beaucoup moins sur le format JPEG versus un autre format. Donc en fait, vous vous rendez compte assez vite quand vous testez réellement les outils qu'il n'y a pas une solution unique avec laquelle vous appuyez sur un bouton, c'est bon, le module OCR, il est lancé, je facture tout le monde. Vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir plusieurs modèles qu'il va falloir articuler. Et ces modèles-là, la première tâche, c'est les orchestrer. Donc vous avez un besoin d'orchestrateur à un instant T, mais en plus dans le temps, parce que c'est des modèles qui vivent très très vite. Et donc il y a une énorme compétence à construire, qui est celle de l'orchestration de LLM, qui en fait va devenir la clé pour les acteurs comme nous, qui est comment est-ce que vous faites vivre des outils et des technologies qui sont très mobiles, sans pour autant vous scléroser et vous fermer à l'évolution. Et donc c'est là qu'il y a des problématiques culturelles qui sont très très fortes, parce que comment est-ce que vous faites en sorte que vos experts métiers soient capables de nourrir des modèles qui bougent beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'IA c'est une culture. Et nous, on le voit beaucoup. Hein. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir énormément d'ingénieurs. Alors, les ingénieurs, il faut plutôt les retenir de ne pas se précipiter sur le nouveau jouet IA qui sort toutes les semaines. Donc, on n'a pas trop de problèmes dans l'adoption de l'IA sur la partie engineering. Par contre, on voit, comme je pense beaucoup d'entreprises, l'application de l'IA sur des métiers plus business, c'est moins naturel. Parce que vous avez des gens qui sont moins au contact de ces objets, de ces outils-là, qui peuvent facilement se sentir menacés par des peurs du remplacement. Et pourtant, c'est eux qui ont la compétence métier. C'est eux qui savent à quoi ressemble un document frauduleux ou un document qui est risqué ou un document normal. Et donc, vous avez besoin de leur faire jouer avec ces outils
Mais c'est une mécanique de jeu, c'est presque enfantin. Il y a vraiment une logique très enfantine de s'amuser avec des outils pour s'y habituer. Et c'est avec cette familiarité-là que vont venir des fonctionnalités IA qui vont vraiment être révolutionnaires. Parce que si on regarde objectivement l'essentiel des fonctionnalités IA dont on parle aujourd'hui, c'est fondamentalement la continuation de choses qui ont déjà 10 ans. C'est OCR, Big Data, chatbot et donc agent copilot. Mais c'est la puissance qui fait la différence aujourd'hui et la vitesse. Ouais, et donc clair. l'analogie, c'est celle du téléphone. Il y a beaucoup d'automatisation qui existait déjà depuis très longtemps. Et donc l'analogie, c'est celle du téléphone. On est encore au stade où on a pris des téléphones fixes et on les a mis sur des téléphones portables. On n'a pas encore découvert l'équivalent du smartphone, où là, il y a un vrai bouleversement et des vraies fonctions. On est encore dans de l'amélioration de process, on n'est pas encore dans l'amélioration radicale. Mais pour découvrir ces améliorations métiers de process, il faut jouer avec. Ça ne vient pas top-down, ah tiens, j'ai une super idée. En fait, quand on fait ça ne marche pas. Donc ça, c'est la manière dont, dans une boîte de tech, on crée les fonctionnalités IA de manière assez tangible. Notre deuxième rôle, donc, qui est le rôle de AI Enabler, il a été en partie évoqué par un certain nombre d'intervenants aujourd'hui et hier. Il y a une plaisanterie que je fais souvent, c'est bon courage pour faire tourner un LLM sur de l'AS400. Aujourd'hui, vous avez quand même une bonne partie de notre industrie dont les fondamentaux tech sont complètement obsolètes. Et fondamentaux tech, mais même les pratiques, moi je travaille beaucoup sur des problématiques commercial and specialty, vous avez encore beaucoup de marchés en France où les devis sont faits à la main sur PowerPoint et les contrats sont envoyés sur des templates Word remplis. Donc votre LLM, vous pouvez avoir investi 20 millions dedans, il ne sert à rien, il tourne dans le vide. Et donc ça, c'est un élément très important que j'essaie d'expliquer à beaucoup d'acteurs, où on a l'impression que les fonctionnalités IA sont un peu dans les nuages. C'est un peu des espèces de grands plans qu'on décrète, ah voilà, il va y avoir plein de fonctionnalités. C'est comme si on voulait implémenter l'IA, mais il faut que je vous explique, c'est pas loin. Je peux vous... et c'est vraiment, je pense, l'un des risques principaux pour notre industrie et l'un des obstacles clés à la réalisation de la valeur par l'IA dans l'assurance, c'est qu'il y a une contradiction entre l'état des fondamentaux tech qui donc en fait va directement contraindre la qualité de la data. L'IA, ça ne marche que sur de la data. Aujourd'hui, l'essentiel des acteurs tech, à part probablement Ralph à côté de moi, et quelques autres, mais sont sur des fondamentaux tech de données qui sont de mauvaise qualité, silotées, sans profondeur historique, sans versionning. Et donc nous, on va vraiment essayer de montrer à nos clients que grâce à nous, vous vous ouvrez la porte de l'IA. Parce que la nouvelle technologie qu'apporte Corinthe, c'est de la data en événement, c'est du versionning complet, c'est de l'API, c'est des prises, enfin c'est tout un tas de choses. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas se tromper, notamment vous qui êtes probablement décideurs dans des organisations assez importantes. Attention à ne pas courir avant de marcher. En fait, avant de vouloir accéder à des fonctionnalités IA qui sont effectivement très excitantes, c'est les prérequis, la donnée. Voilà, on construit pas une maison en commençant par le toit, comme on dit souvent. Regardez les fondations et n'hésitez pas à poser la question d'un nouveau départ sur des architectures clés de gestion de portefeuille, parce que malheureusement, faire rentrer un rond dans un carré, c'est compliqué. Et donc ça, c'est toute notre partie AI Enabler, où la qualité de la donnée qui va être générée sur des plateformes de nouvelle génération va être en fait un prérequis à l'application de l'IA. Donc voilà, AI Enabler, AI Builder, c'est comme ça qu'on vit l'IA au quotidien. Alors, je ne vais pas vous, là encore, comme je le disais, je ne vais pas vous faire la liste des fonctionnalités, on en a plein, des copilotes, des query builders qui permettent d'obtenir des reportings en utilisant un langage naturel plutôt que de faire appel à du SQL que personne ne comprend. Donc c'est de la fluidité à tous les étages, mais fondamentalement, ce n'est qu'un catalogue. Je pense qu'il faut vraiment comprendre la culture qu'elle y a, avec une familiarité au niveau des équipes et des fondamentaux tech. Et c'est les deux ensemble qui vont permettre de récolter tous les bénéfices de l'IA. Amira, Claymi, comment vous utilisez l'IA? C'est la question. L'IA chez Claymi, c'est le cœur du réacteur. Ouais. Donc on est une IA as service. Donc ce qu'on est, c'est une couche d'IA qui vient s'interfacer au système de gestion des assureurs pour directement intercepter le dossier médical ou la facture médicale dès qu'elle arrive. Et ensuite, on a un pipeline de différents algorithmes d'IA qui vient structurer la donnée non structurée. Ça, c'est le premier use case qui commence à être soit fait en make or buy selon différentes solutions.
Mais pourquoi avoir créé Claimy en 2024 ? C'est surtout quand on a découvert la complexité métier dans ces parcours, et notamment les parcours d'identification des facteurs de risque à partir de dossiers médicaux complètement hétérogènes, souvent manuscrits par un médecin, le médecin traitant, souvent aussi avec une cinquantaine ou une vingtaine de pages où le gestionnaire va aller détecter et comprendre quel est le lien entre une pathologie et son traitement. Si j'ai une ordonnance qui mentionne du Januvia, je comprends qu'il y a un diabète derrière. Donc tout un empirique et une expertise qui n'est pas du tout intégrée dans les systèmes. Donc aujourd'hui, c'est même en France, où il y a eu beaucoup on parlait tout à l'heure sur l'assurance santé, beaucoup d'automatisation, la partie prévoyance santé et la gestion des dossiers médicaux reste complètement artisanale. Plus de 70% du temps d'un gestionnaire est passé, un gestionnaire qualifié, donc avec plus de 10 ans d'expérience, est passé quand même sur l'extraction des facteurs de risque, donc d'éplucher ces dossiers-là. Et ensuite, il y a toute une inefficacité opérationnelle sur quel est le dossier que je dois sortir tout de suite. Quel est le dossier qui est juste, effectivement, un accident de travail qui est une entorse du genou par rapport à une suspicion de sclérose en plaques. Toute cette partie-là, on l'a intégrée dans l'outil pour en faire un agent spécialisé. Donc là, aujourd'hui, on parle de l'IA, mais ce n'est pas pour vous dire adopter l'IA, c'est déjà en cours. Aujourd'hui, on est sur l'ère agentique. Quels sont les agents qui vont plus être viables dans la course à l'IA et les LLM généralistes, qui commoditisent de jour en jour le bloc de CR, notamment, et qui effectivement peuvent s'intégrer dans des AI builders, par rapport à là où on peut aller plus loin dans le positionnement de copilote, expert, pour pouvoir générer des gains de productivité, à la fois donc effectivement pour les équipes, le bien-être collaborateur où le gestionnaire expérimenté va se sentir mieux dans son travail, et ensuite on a la satisfaction client sur des parcours souvent qui sont un dossier médical, ça veut dire qu'il y a eu un accident, une maladie. Donc voilà, il y a le facteur empathie de l'assureur, c'est-à-dire l'assuré final. Il a besoin de cette réponse rapidement. Et aujourd'hui, ce qu'on avait fait en Discovery, c'est qu'on a effectivement découvert que pour un dossier emprunteur complexe, l'assuré va attendre entre 5 et 25 jours, ça sur la partie souscription, et sur la partie sinistre, ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus embêtant pour l'assuré, pour faire des allers-retours sur « non, mon dossier n'est pas complet, il manque cette pièce n'est pas conforme ». Toute cette partie-là, on l'a intégrée dans l'outil pour avoir une complétude de dossier quasi immédiate, avec un va-et-vient. Donc s'il est déjà dans le centre hospitalier, s'il envoie un scan, là on peut lui dire directement « ce scan n'est pas valide », parce qu'il manque un champ ou une case qui n'est pas cochée sur leur part médicale. Donc on va très loin dans l'intégration des règles métiers. Donc ça, c'est le premier bloc de complétude du dossier. Et ensuite, une fois qu'il transmet tout son dossier médical, là, on extrait les facteurs de risque. Donc il y a toute la partie extraction, effectivement. Et ensuite, toute la partie lien entre les pathologies et les traitements et la vue chronologique pour augmenter ces gestionnaires. Alors, juste pour reprendre ce que disait Jean-Baptiste, il y a des prérequis au niveau de la data. Là, comme vous vous greffez à des systèmes pour d'autres entreprises, vous avez ce souci-là d'harmoniser, parce que j'imagine que ça doit être compliqué, ça, non ? Exactement. L'intégration étant le premier frein qu'on avait, dès le lancement de Claimy, on a imaginé Claimy comme une IA as a service au départ, et on a fait face à ces AS400. Et donc aujourd'hui, on est sur le marché français qui a déjà entamé la migration du cloud. J'ai plusieurs assureurs qui ont entamé ces chantiers depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ils sont matures parce qu'ils ont basculé vers... donc il y a tout le mouvement de cloudification qui permet l'adoption de solutions comme Claimy. Donc il y a aussi la partie time to market. Quand est-ce qu'on est prêt et comment. Et aujourd'hui, on a un peu switché le positionnement de Claimy pour être plutôt un produit avec un software. Donc ce que vous avez vu là tout à l'heure qui passait à l'écran, c'est le CMS, donc c'est l'outil pour le gestionnaire pour pouvoir tracer et vérifier le traitement des dossiers médicaux. Donc ça permet d'avoir un premier positionnement en tant que copilote pour que le gestionnaire, à la fin, donc l'output, l'intègre dans son système de back sans une intégration lourde.
Donc ça, c'était aussi une forte demande de nos users, parce qu'ils ont vu aussi, c'était un irritant pour eux, nos users qui sont des gestionnaires, tarificateurs expérimentés, qui voulaient avoir directement le bénéfice de Claimy, et qui avaient en face le frein des délais de DSI sur des sprints ou des dépriorisations. Et donc c'est pour ça qu'on a donné directement accès aux gestionnaires à cette interface. Guillaume, Synapse. Oui. Alors peut-être avant de vous expliquer comment nous on utilise l'IA, revenir sur le défi en fait de la prescription. Je vous l'ai dit, 30% des prescriptions généralement dans l'ensemble des systèmes de santé sont considérées comme inappropriées. Soit c'est des erreurs, soit c'est du gaspillage. Ça engendre environ 10%. 30%. 30%, ouais. C'est-à-dire que voilà, une prescription sur 3. C'est rassurant en tout cas. Je ne sais pas si c'est effectivement problématique. La raison, en fait, c'est tout simplement l'accroissement de la connaissance médicale et le temps des médecins. Aujourd'hui, face au vieillissement de la population, il y a de moins en moins de médecins. On demande aux médecins de voir de plus en plus de patients, donc ils ont moins de temps de se former. Puis il y a la précaution aussi. La précaution, vous voulez dire? Oui, mais la précaution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus d'examens qu'on faisait avant. On se dit, attends, je ne vais pas passer à côté de ça. Je redis, faites ci, faites ci, faites ça. Exactement. Il y a les demandes des patients. Mais il y a donc ce vieillissement de la population et puis l'accroissement de la connaissance médicale. Aujourd'hui, les recommandations médicales, elles changent hyper régulièrement. On considère généralement qu'on double le volume de la connaissance au sens publication médicale quasiment tous les ans. Un médecin, même moi, je suis sorti de la fac il y a 5 ans. Probablement que beaucoup de choses que j'ai appris sont déjà obsolètes et donc se tenir à jour des recommandations, c'est impossible. Et globalement, un médecin dans une prescription, il a 1 minute pour prescrire. Avant, il a fait les examens, il vous a posé des questions, puis en fait, à la fin, au moment où il va prendre sa décision, il a 1 minute. Et c'est là que l'IA, en fait, va permettre de tacler le problème. On n'entend jamais ça sur les plateaux de télévision en France quand ils sont en train de se plaindre des... Non, mais c'est vrai, ces chiffres que j'entends là sont... Bon, ça c'est pour le système français, mais après, c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas des chiffres malheureusement médiatiques, on aimerait que ce soit plus le cas. Et d'ailleurs, on en parlera après sur les enjeux de financement d'outils comme les nôtres. Mais pour revenir à l'IA, l'IA générative, en fait, elle permet de faire ce que les outils traditionnels d'aide à la décision, parce que l'aide à la décision, c'est ancien. Vous pouvez me dire, voilà, il y avait déjà des outils, pourquoi ce problème n'est pas géré? Déjà parce qu'ils avaient un problème de temps, puis parce qu'en fait, les outils n'étaient pas assez performants. La médecine, je vous l'ai dit, c'est beaucoup de recommandations, des milliers et des milliers d'arbres décisionnels, des patients complexes parce qu'ils ont telle ou telle pathologie, situation particulière. Et l'IA générative, plus spécifiquement les LLM, ce qu'ils permettent de faire aujourd'hui, c'est traiter ces gros corpus de textes que sont les publications médicales, les recommandations des sociétés savantes, les directives des sociétés de santé. Et en fait, sans base de données très structurée qui était de toute façon impossible à faire, on va pouvoir, nous, générer des recommandations synthétiques directement au professionnel qui va ensuite pouvoir actionner ces insights au cours de sa prescription. Et c'est concret chez Synapse, parce qu'on a déjà 2 outils, nous, qui utilisent des LLM en pratique. C'est notre suite Copilot. On a donc Copilot Audio, alors lui qui est plus un outil sur la productivité, le gain de temps, c'est un outil en fait qui va capter la conversation entre le patient et le médecin et venir ensuite synthétiser tout ce qui s'est dit dans le logiciel métier. Ça a plusieurs avantages. Bon, alors faire gagner du temps, s'assurer aussi de la traçabilité des informations, parce que parfois, même pour des risques assurantiels, il y a des enjeux de est-ce qu'il avait bien posé telle ou telle question, est-ce qu'il avait telle ou telle information. Et enfin, aussi, ça va venir alimenter nos autres modules, parce qu'on fait beaucoup de choses chez Synapse, mais donc nos autres modules d'aide à la prescription. Donc ça va pouvoir alimenter les pathologies du patient, ses allergies, ses médicaments, des choses que généralement les médecins malheureusement ne font pas assez parce qu'ils n'ont pas le temps et ils préfèrent taper un petit mot en texte libre. Donc Copilot Audio, premier module, et ensuite on a développé Copilot Follow, qui lui vient pour le moment générer des recommandations de suivi thérapeutique du patient, et donc permettre aux professionnels de santé, en croisant les médicaments et les pathologies du patient, d'avoir les recommandations sur les examens complémentaires à faire. Vous avez tel traitement, il faut vous faire tel bio dans 6 semaines, aller voir un spécialiste, remplir tel ou tel formulaire éligible à tel ou tel ALD en France. Et donc tout ça en un clic, hop, ça synthétise. On a eu aussi ce petit problème où du coup on a fait un truc qui apparaît progressivement parce que ça faisait presque trop bizarre si ça apparaissait trop directement. Mais donc voilà, un peu comme si c'était
ChatGPT, mais vous ne lui posez pas une question. Hein, là, c'est vraiment un clic rapide et on vous présente ces informations. Et c'est concret parce qu'en fait, nous, notre modèle de business, c'est qu'on s'intègre dans les logiciels métiers existants. On n'est pas une plateforme à part. Et dans les faits, on est un leader dans le domaine. En France, on couvre 23%, je crois, des médecins courant 2025 qui seront équipés avec nos modules. Alors, les premiers contrats sur nos modules plus historiques, de recherche de médicaments, d'analyse d'interaction, etc. Et 6% aussi des médecins aux États-Unis. Et en fait, avec ces modules, une fois qu'on est intégré, qu'on a mis un peu le pied dans le logiciel métier, c'est très facile pour nos partenaires éditeurs de venir déployer nos autres modules. Et tous les modules sont un peu liés, donc en plus, ça fait sens. Et donc, courant 2025, il y aura des milliers de médecins libéraux généralistes en France équipés par ces outils. Eh ben merci. Je dormirai moins bête ce soir. Hein. J'ai appris énormément de choses. Je voulais que tu voulais rajouter quelque chose. Enfin, je sais pas. Non, non. Le micro au cas où. Ok, bon voilà. Moi j'ai fini, j'ai tout ce qu'il faut et en tout cas merci beaucoup de nous avoir livré ces use cases qui étaient extrêmement intéressants. Merci beaucoup.